Bonus. Trax. Et bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle émission Spoilers, votre podcast série SF, fantasy et de science-fiction. C'est la 4e émission de notre saison 4, enregistrée comme à chaque fois en live sur Twitch et disponible évidemment en replay podcast. Je salue les gens qui sont sur les chats ou qui arriveront bientôt. Voilà, vous aurez peut-être dans ce podcast des questions issues de cette petite zone d'échange propre à Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs, vous qui nous écoutez, à nous rejoindre pour les prochaines émissions. Ça se passe sur twitch.fr/spoilers-live pour échanger avec nous et nos invités. C'est toujours un plaisir. Et je suis évidemment en bonne compagnie ce soir. Bonjour Justine, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, et toi ? Ben ça va, écoute, je suis content de retourner en live avec vous du coup. Comment ça s'est passé le lancement de ton nouveau bouquin ? Très bien, il y a plein de choses qui se préparent, et il va falloir que je dorme à un moment, mais il y a plein de choses intéressantes qui se préparent, c'est l'essentiel. Ok, trop cool. Et je suis avec Briac. Salut Briac. Hello. Alors une petite pensée émue, comme la dernière fois, pour CHP, qui promis, sera de retour dans la prochaine émission. En attendant, si vous êtes en manque, allez voir ses contenus sur TikTok, @cebonvieuxCHP, voilà, c'est un conseil de la maison, vous le regretterez pas. Un petit peu de pub interne, ça fait toujours du bien. De retour, du coup, en live, comme je le disais, avec après notre podcast sur les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon. Merci d'ailleurs pour l'accueil que vous lui avez réservé, parce qu'il est déjà dans le top 10 de nos émissions les plus écoutées, alors voilà, on est très contents. Et de retour en live donc pour un format entretien qu'on aime beaucoup et qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de vous proposer cette saison, puisque nous avons l'immense plaisir de recevoir Charlotte Bloom. Salut Charlotte. Salut. Merci beaucoup de ta présence dans cette nouvelle émission Spoilers. Comment tu vas ? Ça va très bien. Mentel. Oui, paraît-il que effectivement tu viens pleine d'énergie dans cet épisode. Ouais, je viens pleine d'énergie. Pour la private joke, pour ceux qui ne comprennent pas, je viens très en colère après une séance de cinéma qui s'est mal passée. Et c'est même pas la faute du film. On va essayer de te faire passer un bon moment autour de ton parcours et de ta série documentaire The Art of Television. Alors pour préciser pour les gens qui nous écoutent, Charlotte, tu es journaliste et autrice spécialisée notamment dans les séries. T'as longtemps été à la tête de Story Series sur OCS et on peut te voir actuellement dans l'émission Le Cercle Série sur Canal+. Mais tu es également la réalisatrice de la série documentaire dont on va parler ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, The Art of Television, 3 saisons, 16 épisodes depuis 2017, disponible sur OCS, où tu as eu le plaisir, j'imagine, d'interviewer des réalisateurs et réalisatrices de séries, de revenir sur leur parcours et la manière dont ils et elles ont abordé la réalisation du format sériel. Nous, quand on a vu évidemment cette série arriver sur OCS, on a tout de suite trouvé le concept vraiment très cool, puisque chez Spoilers, on aime autant regarder les séries que étudier ceux qui les font et quelles intentions ils ont derrière justement la création des séries. Donc on s'est dit, si un jour on peut réussir à échanger avec toi sur le sujet, on sera super content. Et tu nous avais déjà fait le plaisir d'avoir ta petite capsule pendant le calendrier de l'Avent de l'année dernière, du coup. Et donc on s'était dit que on te ferait revenir dans l'émission pour de plus amples connaissances. Alors on est ensemble pendant 1h30 à peu près, vous connaissez. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Charlotte. Et avant de parler de ta série documentaire, moi j'ai une question quand même qui me brûle évidemment les lèvres. Comment es-tu arrivé dans l'univers des séries ? J'ai cru comprendre, et ça fera plaisir à Briac, je fais un petit clin d'œil, que Twin Peaks avait été un marqueur important pour toi, tu me confirmes ça ? Ah oui, Twin Peaks c'est la première série de ma vie, quoi. Et c'est toujours la série de ma vie. Ça fait 30 ans que c'est le grand amour de mon existence, Twin Peaks. Que j'ai découvert au collège parce que mon meilleur copain de collège était fan et qui les enregistrait sur VHS et qui m'obligeait à les regarder alors que je ne comprenais rien parce que je les regardais pas dans l'ordre, je les regardais pas tous, enfin bon bref.
j'ai un souvenir flou de cette période, mais d'année après année, quand je la revois, à chaque fois le plaisir est fois 1000. Enfin bon, ça reste l'amour de ma vie, quoi. Et après, comment je suis arrivée aux séries, en fait, moi je viens pas de la série, à la base je viens de la musique. Je viens du métal, du grunge, voilà, du rock. J'ai beaucoup bossé chez MTV longtemps. J'ai beaucoup bossé en presse métal. Mais toujours en regardant des milliards de séries, sans jamais me dire qu'un jour je travaillerai dedans. C'est assez marrant. Et en fait, pour faire court, j'ai un ami que j'adore, qui était attaché de presse de mes bouquins, qui était notamment l'attaché de presse de mes bouquins sur Marilyn Manson, Nine Inch Nails et compagnie, qui un jour m'a dit « Ah, j'ai une amie éditrice qui cherche quelqu'un pour écrire un livre sur les séries, est-ce que ça t'intéresse ?» Et c'est une vraie histoire. Je lui ai dit oui, mais il faut absolument que OCS soit partenaire parce que je veux qu'il m'embauche et je sais pas comment les approcher. Et ça a marché. Ça a marché puisque le livre est sorti et un mois après je bossais chez OCS. Donc voilà, c'était ça mon plan machiavélique qui a fonctionné. Gros respect sur le parcours. Oui, parce que t'as écrit beaucoup sur les séries comme t'as plusieurs ouvrages qui parlent des séries, hein. Oui, alors le premier que j'ai écrit, je pense que c'était un peu tôt. Il est sorti en 2012. Ouais, en 2012, donc il y avait beaucoup moins de refs de livres de séries à l'époque. En fait, je vais dire une phrase qu'il faut pas dire, mais moi j'aime beaucoup ce livre, en fait, voilà. Il m'a coûté beaucoup en termes de santé, mais j'aime beaucoup ce livre. Et par la suite, moi j'ai écrit des livres, mais j'ai fait écrire à d'autres gens. J'avais une collection aux éditions L'Archipel où j'avais fait venir des amis pour écrire des guides sur Glee, sur les experts, sur Desperate Housewives, parce que j'aimais bien l'idée de pouvoir faire écrire des gens que je connaissais, puis qui se découvrent auteurs. Enfin voilà, je trouve que le format guide c'est un très bon format là-dessus. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui écrivent sur les séries, notamment Pierre Langlais, Iris Bray, et je pense qu'il faut continuer à écrire sur les séries. Il y a 1 milliard de trucs à raconter sur ce format qui n'en finit pas d'évoluer, qui n'en finit pas de surprendre. Donc je pense qu'on n'est pas qu'au début, mais en tout cas on n'est pas à la fin, c'est sûr. Ok. Et si tu pouvais peut-être citer une ou deux séries du coup de ces 20 dernières années qui t'ont marqué, c'est quoi un peu ton top 3 aujourd'hui? Leftovers, évidemment. Si Twin Peaks n'existait pas, ce serait ma série préférée. The Leftovers okay. En 1, Rectify, que des séries, des comédies, moi. C'est la joie, c'est la rigolade. Et This is England, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Ok. Excellent choix. Merci. Il y a le Seals of Approval de Justine. Parfait. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Alors écoute, t'as été justement, tu l'as dit, chez OCS, t'as été chez OCS assez longtemps finalement, mine de rien, une bonne dizaine d'années, t'as été même un des visages d'OCS, parce qu'on a pu te voir dans des vidéos et de l'émission, comme je le disais dans l'introduction, Story Series. C'est quoi la place de cette expérience dans ton parcours? Tu retiens quoi de tout ça? J'imagine que ça t'a fait faire plein de rencontres incroyables. Ce que j'en retiens humainement, c'est que OCS, c'est des gens qui ont vu quelque chose en moi que moi, je ne soupçonnais pas du tout. Que ce soit pour Story Series et que ce soit pour The Art of Television, parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier en télé, mais aussi en documentaire. Et c'est un message un peu à tout le monde. Il faut faire confiance en fait aux gens, il faut faire confiance à ses intuitions. Et parfois, on a l'impression que le monde est trop grand pour nous et qu'il n'y a pas de place. Et en fait, si on a vraiment envie de faire quelque chose, on peut. Il y a aucune raison sur Terre pour que moi, je fasse du documentaire et pour que moi, je travaille chez OCS, il y en a pas. Il y a pas de raison. Et si quelqu'un voit quelque chose en vous, faites-lui confiance, dépassez vos peurs et faites-le. Et si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est important pour vous et que vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà. Ça, c'est ce que je retiens humainement de mon expérience chez OCS et je leur suis reconnaissant de m'avoir trouvé en fait et de m'avoir poussé à toujours faire mieux et à me prendre la tête et voilà, donc c'est très très important dans ma carrière, c'est un quart de ma vie quand même. Et après professionnellement des rencontres des milliards de rencontres, c'est très dur d'en citer certaines. On parlait de Brendan Fraser tout à l'heure avant de commencer, voilà, ça c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie professionnelle. Damon Lindelof, Aaron Sorkin, des gens, quand on rentre dans la salle pour faire une interview, on tremble, quoi, avant de parler. J'imagine, ouais.
Ça va, Briac, tu ne baves pas trop devant tous ces noms incroyables. Déjà, Brendan Fraser, tout à l'heure, j'étais un peu en PLS, j'essayais de faire genre ça va bien, mais là, voilà. Oh, on est entre nous, tu peux le dire si ça t'émeut. Un petit peu, ouais. Moi, j'ai une question très personnelle. Est-ce que tu pourrais m'adopter? Comment ça se passe? Alors écoute, oui, si tu acceptes de vivre avec un chat fou. Ça peut s'arranger, écoute. Bien sûr, avec plaisir. Moi, si on peut construire des choses entre nanas talentueuses, je dis oui. J'ai bien fait de venir. Justement, Justine, du coup, je te passe la parole parce que je crois que tu avais une question pour Charlotte à propos justement de la création de ces formats pour la télé et la radio. C'est ça, parce qu'on parlait un peu d'OCS et de... même s'il y a a priori pas de raison pour que tu sois... t'aies rejoint un peu ce milieu. Moi, j'avais une question parce que entre ton travail chez OCS et ton travail avec le Cercle Série, aussi, c'est des choses qui, j'allais dire, qui fonctionnent. Alors, je sais pas exactement, mais le Cercle Série, si je dis pas de bêtises, ça tourne depuis 2019 sur Canal. On voit qu'on a, tu vois, tu disais plein de livres sur les séries qui explosent un peu partout. On a même les universitaires qui se mettent enfin à étudier les séries. Hein, il fallait le temps qu'on arrive. On a plein d'événements, des festivals, des choses comme ça qui se mettent en place sur les séries. Et à l'inverse, j'ai l'impression que au niveau des chaînes grand public, tu vois, que ce soit à la télévision ou à la radio, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir des émissions consacrées aux séries parce que elles disparaissent toutes petit à petit. Donc sauf le Cercle Série qui heureusement est encore là. Hein, merci de nous faire survivre sur l'étude des séries. Comment t'expliques toi cette difficulté, enfin ce paradoxe en fait à créer des rendez-vous séries sur les grandes chaînes alors que t'as l'impression que le reste du monde regarde et s'intéresse aux séries? Alors, je ne l'explique pas, je le regrette très fortement. Au Cercle Série, alors c'est très différent de ce que je faisais chez OCS parce que j'étais seule. Là, au Cercle, je suis entourée, et en plus je suis hyper bien entourée, donc c'est formidable. Je ne suis pas l'animatrice, c'est le fantastique Renan Cros, notre animateur, qui est vraiment un journaliste et un être humain exceptionnel. Je suis avec Pierre Langlais, Émilie Sémiramotte, Perrine Kenson, Charles Bosson. On est une bande joyeuse et très très heureux de parler de séries. Et effectivement, je ne comprends pas que des chaînes plus mainstream se saisissent de ce phénomène. Cela dit, quand t'es sur une chaîne câblée, t'as de la liberté, c'est super, on peut parler de séries avec un ton, le ton que Renan a donné au Cercle est très enlevé, très joyeux, très rigolo. Je suis pas sûre que ce soit ce genre de truc pour le moment, malheureusement, que veulent des chaînes très mainstream. Mais, et là je m'adresse à vous et je m'adresse à tous les gens qui font du contenu sur Internet, finalement, je commence de plus en plus à ne plus croire dans la force du médium. Je pense que le déménagement des séries, de chaînes aux plateformes, le déménagement de formats, de médias sur Internet, je veux dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a de la place partout, et dès lors que des gens font le travail bien sur Internet, que ça se passe sur Internet. Pas de souci, en fait. Je suis pas sûre, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûre que être sur un média officiel ait plus de valeur qu'être sur Internet. Je crois pas que ça donne plus de qualité à l'émission. C'est les gens qui la font qui donnent la qualité à l'émission, et quand c'est bien, c'est bien. Point. Peu importe où c'est. J'aime beaucoup l'idée. Petit tour par le chat du coup, et on salue XP78 qui nous dit justement, si on regarde bien, les séries ont toujours su s'adapter à de nouveaux médias, du journal quotidien à la radio, au cinéma, à la télé, Internet avec YouTube, et c'est pas prêt de finir. Effectivement, j'ai l'impression que le podcast en tout cas est plutôt bien représenté par rapport à la sphère de la série télé. Il y a beaucoup de podcasts qui parlent de séries. Étrangement, je trouve qu'en termes de chaîne YouTube, on est plutôt représenté par... il y a plutôt de la représentation de critiques cinéma, et la série est pas si représentée que ça, ou en tout cas, elle est mélangée à d'autres choses, quand ce sont des séries un peu événements ou quoi. Nous, c'est vrai que dans notre sphère très spécifique de la SF, fantastique et fantasy, évidemment, on réduit encore un petit peu le scope et les influenceurs, youtubeurs qui peuvent en parler. Mais bon, on ne peut qu'être d'accord avec toi, Charlotte. Du coup, évidemment, sur Internet, il y a tout un tas de gens qui font du contenu de qualité. Et Justine, tu le disais aussi, les universitaires commencent eux aussi à proposer leurs colloques en accès libre via toutes les techniques modernes qu'on connaît aujourd'hui, et qui du coup proposent aussi ce genre de contenu hyper intéressant et assez nouveau par rapport à ce qu'on peut trouver
retrouver dans les médias plus classiques, quoi. Moi, j'avais juste une question, du coup, par rapport à un rôle d'Internet que t'évoquais. Est-ce que toi, t'as des envies de format sur Internet maintenant qui te viennent, ou est-ce que tu souhaites quand même rester pour l'instant plutôt à la télé ou... Moi, à la base, j'ai envie d'être nulle part, en fait. Honnêtement, toute ma carrière, à part l'écriture de livres qui a une envie, un besoin que j'ai, si j'écris pas, ça va pas. Tout le reste, c'est des hasards. Quand j'ai voulu travailler chez OCS, moi chez MTV, je travaillais à la programmation. J'adore la programmation et je voulais travailler à la programmation chez OCS. J'ai jamais de ma vie voulu faire de la télé, ça m'est tombé dessus. Ils m'ont choisi parce que j'étais venue dans leur émission de cinéma et de série présenter mon livre. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'est après cette émission qu'ils m'ont embauchée. Mais moi, quand j'ai dit que je voulais travailler chez eux, je voulais être dans un bureau à faire de la veille concurrentielle et à acheter des séries. En fait, c'est ça que je voulais faire à la base. Donc, être à la télé, c'est pas un désir que j'ai. J'y suis parce que des fois, c'est intéressant et c'est cool. Et là, en l'occurrence, avec le cercle, comme je disais, je suis avec tous mes copains. Ce qu'on fait est très sympa. Je suis ravie tous les jours d'échanger avec eux et de se prendre la tête sur les séries qu'on a aimé détester, de pas être d'accord avec eux. Enfin voilà, on passe du très bon temps et j'adore faire le cercle et j'adore les gens avec qui je le fais. Mais j'ai pas de velléité d'être où que ce soit, en fait. J'adore participer à des trucs comme on fait maintenant. C'est-à-dire, je suis avec des gens, c'est votre format, c'est votre idée, je vous suis, c'est très chouette et ça me va. Mais être à la tête d'un truc, ça n'a jamais été mon truc, en fait. Et pourtant, t'as été longtemps, du coup, à la présentation de Story Series. Qu'est-ce qui t'a accroché à ce format-là ? Les gens avec qui je travaillais. Quand je suis arrivée sur cette émission, j'ai eu une rédactrice en chef qui s'appelle Agnès Brunet, qui est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui est encore ma sœur de cœur et qui m'a appris mais tellement, et j'avais très peur de faire ça, j'avais pas envie, je suis comme beaucoup de gens, je suis très complexée, je suis très pudique, j'ai horreur de voir mon image, je déteste mon image, ça me stresse énormément. Et donc j'ai beaucoup souffert. On va pas se mentir, et j'ai souffert pendant les 10 années que je l'ai fait. Donc voilà. Mais après, les gens avec qui je l'ai fait, c'était super. Il y avait 2 autres animateurs, Sophie Soulignac et Stéphane Charby, qui m'ont beaucoup soutenue, qui ont vu que j'avais peur et qui m'ont beaucoup aidée. Et de toute façon, dans tout ce que je fais, s'il y a de la solidarité, on y arrive. S'il y a pas de solidarité, c'est mort, et puis je m'en vais parce qu'en fait, je suis pas venue là pour ça. Mais en fait, ce qui fait tenir, c'est les rencontres, et dans l'équipe, et à l'extérieur, savoir qu'un jour peut-être j'allais pouvoir approcher Aaron Sorkin. Et je l'ai approché, ça faisait déjà 8 ans, je crois, que je faisais l'émission, et ça a duré 7 minutes. Et ben juste savoir que peut-être un jour j'approcherai Aaron Sorkin, ça te fait tenir longtemps, en fait. Oui, c'est une sorte de travail de fond sur le long terme. Tu places tes pions en te disant, tiens... Puis j'imagine que ça a fait grandir aussi la notoriété d'OCS vis-à-vis de la série, en fait, parce que, mine de rien, quand c'est arrivé, du coup, Orange Cinéma série, il y avait un peu une offre qui était assez originale par rapport au paysage qu'on avait, avec vraiment cette chaîne dédiée. J'imagine qu'aussi c'est des émissions qui ont pu permettre de faire un peu grandir la connaissance de ces auteurs, de ces réalisateurs, de ces acteurs, etc., quoi. Après, je parle d'OCS de la manière dont j'ai vécu ces années avec eux. Mais pour moi, ils ont vraiment cette approche qu'avait eu HBO avant eux, qui est effectivement le respect des auteurs, l'amour du making-of, l'amour de la fabrication, de l'artisanat, et une volonté de ne pas donner la parole qu'aux acteurs. Et pendant les 10 ans ou 9 ans que j'ai fait Story Série et avant Ciné Série et compagnie, ils m'ont jamais dit, et c'est très rare, cette personne n'est pas assez connue pour qu'on lui consacre 15 minutes. Le format Story Série sur les dernières années, c'était un format 15 minutes où j'avais un invité, c'était une hebdomadaire télé, et ben ça a pas l'air mais ça coûte de l'argent. Et jamais on m'a dit, Charlotte, en fait, on va pas gâcher la cartouche de la semaine pour tel scénariste, pour une costumière, pour un réal, pour un petit comédien ou une petite comédienne, juste parce que tu les aimes ou juste parce que t'as repéré un truc chez eux. Jamais. C'est des gens, d'ailleurs, au bout d'un moment, je n'étais même plus obligée de leur dire ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont confiance.
et qui aiment en fait ce travail de fouille, de recherche, de ce que tu disais au début d'émission, de quand t'aimes l'artisanat, le craft quoi, quand t'aimes ça, tu donnes la parole à tout le monde et c'est rarissime en fait. L'émission qu'on a faite, elle aurait jamais dû exister. C'était niche, c'était souvent niche et ça leur a jamais fait peur. Et ça c'est vraiment formidable. Et peut-être qu'aujourd'hui je prendrai plus jamais d'émission parce que ça je l'aurais plus. C'était une anomalie. Et je suis très contente que ça soit tombé sur moi de faire ça. Justement, du coup, la transition est assez toute trouvée puisque suite à cette expérience, ou en tout cas, ou peut-être un peu en parallèle sur la fin, tu vas nous l'expliquer. Tu réalises une série documentaire avec une première saison en 2017 qui s'appelle The Art of Television et qui revient justement sur les gens qui réalisent des séries avec un portrait par épisode. Comment est née cette idée ? Bah, ça faisait 3 ans que je travaillais chez OCS. On avait notamment une directrice de production qui s'appelle Isabelle Brodin et je cite un peu des gens, hein, mais je pense qu'il faut rendre hommage quand quelqu'un t'aide dans ta vie. Bien sûr. Et Isabelle m'a dit un jour, on était partis sur un festival toutes les deux, je lui avais dit ah là là, j'aimerais bien faire du doc, mais j'ai peur, mais nanana. Et vraiment un jour elle m'a dit en fait Charlotte, tu nous saoules. Si tu veux faire un documentaire, tu écris le projet et tu nous le montres. Et si c'est bien, on le fait. Si c'est nul, on le fait pas. Mais arrête de dire j'ai peur. En gros, t'as peur, on s'en fout quoi. Et bah évidemment ça m'a boosté. Et j'ai cherché un sujet, et en fait, c'est en me rendant compte, mais il y a, bah, du coup, elle a 7 ans, la série, donc il y a 8 ou 9 ans de ça, que dans une saison d'une série de 8 épisodes, tu peux avoir 6 réalisateurs, réalisatrices, et vraiment, à un moment, je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est-à-dire, quand tu fais l'épisode 4, comment tu bosses? Avec qui? T'arrives à quelle heure? Combien de temps t'as à faire pour faire ton épisode? Est-ce que t'as le droit de parler au réel d'avant? Est-ce que t'es respecté par les acteurs? Enfin, en fait, de voir tous ces noms de réalisateurs, ça m'a provoqué 1 milliard de questions. Et j'ai pas trouvé la réponse sur Internet, hein, là où il y a les réponses. Et du coup, j'ai écrit un début de truc que j'ai présenté à OCS et qui m'ont dit bah c'est une bonne question, tiens, comment ça marche la réal de série? Et bah t'as qu'à faire un documentaire et puis réponds-y en fait. Et ça a vraiment débuté par une question, c'est comment ça marche. C'est classe. C'est vrai que c'est une question qui m'intrigue aussi parce que comme beaucoup de gens, j'ai commencé par étudier des films pour ensuite me rendre compte que les séries c'était en fait beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a plus de, voilà, c'est un autre choix, mais il y a beaucoup plus de potentiel, je trouve, etc. Et moi, j'ai régulièrement des conversations avec, pour des revues universitaires ou des choses comme ça, des fois sur des articles qui parlent de séries, mais dans des revues qui ne sont pas spécifiquement consacrées aux séries, donc qui n'ont pas l'habitude d'étudier les séries. Et là, j'ai encore eu le commentaire il y a pas si longtemps de l'éditeur du truc qui me demande pour chaque série de citer le scénariste, le réalisateur, etc. Mais, tu sais, des fois pour une série, je vais citer 15 épisodes. Mais d'accord, mais il va falloir augmenter sacrément le nombre de signes que vous me donnez, parce que là, c'est juste pas possible. Donc, voilà, tu vois, c'est des façons de travailler différentes, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est pas encore très connu, tu vois, malgré tout ce travail dans The Art of Television, malgré bah voilà le dernier livre de Pierre Langlais aussi, hein, qui s'intéresse aussi à ces questions. La question de la place du réalisateur, notamment dans les séries, c'est toujours alors le parent pauvre, un parent pauvre, parce que c'est sûrement pas les seuls hein, de l'équipe à être un peu oubliés, mais on a un énorme décalage entre le réalisateur de cinéma qui est voilà adulé, en tout cas mis en avant en gros partout, et le réalisateur de série, d'épisodes de série qui disparaît et est quasiment anonyme. C'est quand même assez fascinant comme décalage. Bah c'est injuste, surtout. C'est vrai. Parce que c'est une collaboration, je m'y connais beaucoup moins en cinéma, mais la fabrication d'une série, il n'y a pas plus collaboratif comme travail. On va quand même créer une histoire qui dure 10 heures, 20 heures, 15 ans, enfin... C'est un travail où en fait il n'y a pas de petits maillons, tout est important, tout le monde est important. Le truc est trop titanesque pour qu'on se dise ça c'est un petit poste, ça c'est un petit machin, on s'en fout. Non, si ton acteur il est bon mais qu'il est mal habillé, ça marche pas. S'il est bien habillé mais qu'il est mal éclairé, ça marche pas. Donc tout le monde est important. Après,
justement par cette comparaison dont tu parles avec le cinéma, on dit depuis toujours, et surtout depuis l'avènement d'HBO et de l'âge d'or et des Sopranos avec David Chase, etc., la série, c'est un médium d'auteur. Oui, c'est une histoire qu'on raconte, mais si t'as personne pour la mettre en image, mon pote, ça s'appelle un livre. Donc, on a dit ça longtemps, mais je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Il y a toute une équipe, en fait, autour de ça. Et moi, là, je me suis concentrée sur la réalisation, mais il y aurait des documentaires à faire sur les chefs-op, sur les compositeurs, sur tout le monde, en fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est assez fascinant. T'as l'impression que les séries, ça serait justement le médium pour mettre en avant ce travail d'équipe. Parce que, voilà, on a cette durée qui permet de faire intervenir tout le monde aussi, d'en parler et de valoriser. Alors, c'est fait, j'ai l'impression, ponctuellement, quand on repère un travail exceptionnel. Mais enfin, voilà, toutes les séries qu'on regarde et qu'on dévore quand même, une sacrée consommation aujourd'hui de séries. Voilà, autant reconnaître un petit peu aussi le travail de ces réalisateurs. Et moi, j'étais ravie de rebinger du coup The Art of Television parce que mais j'avais commencé par regarder les épisodes sur les gens que je connaissais, forcément. J'ai pris à la carte comme ça sur les réalisateurs ou réalisatrices que je connaissais ou les séries que je connaissais. Et de fil en aiguille, alors j'ai découvert plein de choses et j'ai découvert des gens absolument fascinants et qui ont travaillé sur des choses très différentes avec des styles très différents et des séries que j'aurais pas forcément regardées autrement. Donc voilà, j'en profite pour te remercier parce que ça m'a donné aussi un autre regard sur sur ces programmes. Et moi je suis tombée amoureuse de la réalisatrice qui est dans la saison 3 de The Art of Television parmi les gens que t'interroges. Une réalisatrice qui a travaillé à la fois sur Julie Lescaut et sur Game of Thrones. Charlotte Brandstrom. Elle est fabuleuse. C'est voilà. C'est des parcours qui sont absolument fascinants et on retrouve tout ça après dans leur style. Et voilà, donc si vous n'avez pas regardé tout le monde, The Art of Television, donc foncez, c'est sur OCS, donc c'est l'occasion. Comme le dit la nuit du chasseur para sur le chat, on lui dit bonjour. Génial et nécessaire d'avoir fait une saison sur les réalisatrices. On va y revenir un petit peu plus tard parce que il y a une intention certainement dans le fait d'avoir créé cette 3e saison autour de ce panel 100% féminin, mais on y reviendra. La question que je me posais, tu y as un tout petit peu répondu, mais je voudrais bien qu'on creuse quand même peut-être si tu as des choses à dire là-dessus, c'est que justement moi je me suis fait la réflexion de tiens c'est marrant, pourquoi des réalisateurs et des réalisatrices, pourquoi pas des scénaristes, là où on dit souvent que peut-être pas le cœur, mais en tout cas la personne, la tête pensante d'une série qui est un petit peu à l'initiative et qui va peut-être tenir un peu l'entièreté de la série, du concept, c'est le showrunner, c'est le scénariste. Pourquoi avoir décidé de partir plus tôt, et qui sont souvent des personnes qui sont peut-être encore plus dans l'ombre que les réalisateurs qui parfois viennent du cinéma ou en tout cas sont je sais pas, en tout cas en effet dans le panel des gens que tu as sélectionnés, même si on n'a pas vu beaucoup de séries, bon bah voilà, il y a Helen Hunt, il y a Michel Gondry, il y a des gens qu'on connaît un peu plus, on va dire. Pourquoi ce choix, au-delà du fait que peut-être du coup ça te parlait plus à toi? Alors déjà on va faire un bisou à l'ami du chasseur para. Et le travail sur les auteurs en série, très souvent c'est le même travail que le travail sur les showrunners. Puisqu'en fait, le showrunner, c'est l'auteur en chef, quoi, de base. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à un documentaire, il y avait déjà eu une super série documentaire sur OCS qui s'appelait Les Showrunners, où il y a des David Chase, Tom Fontana, enfin des trucs, Vince Gilligan, enfin un cast de folie. Donc, aucun intérêt pour moi de répéter la même chose. Il y avait un documentaire fait par j'ai un peu honte, je me souviens plus, je crois que c'était un Danois ou un Suédois aussi sur les showrunners qui était très intéressant. Si je me trompe pas, j'espère que non, Olivier Joyard avait travaillé déjà sur les showrunners. Donc en fait, la mécanique de l'écriture, de la salle d'écriture et du travail de scénario, il avait déjà été fait par mes confrères, que parfois je connais, parfois pas. Donc de toute façon, de base, mon but quand je commence un projet, c'est de faire un truc qui a pas été fait avant, sinon ça sert à rien. Et ensuite, la réalisation... Effectivement, en fait, si tu veux, c'est pas tant que c'est le seul parent pauvre, mais c'est le parent pauvre qui est juste en dessous du scénariste. C'est-à-dire, c'est vraiment le cran en dessous,
et on fait comme s'il n'existait pas. On ignore cette personne. Et je dis mais je parle des journalistes. À l'époque, aujourd'hui, on a tous appris à prendre en considération tout le monde, notamment aussi grâce à des festivals. Tu vois, là, on est à l'aube de Sérimania. Quand Sérimania commence à inviter des réalisateurs, des scénaristes, des machins, tout le monde comprend qu'il n'y a pas que les acteurs dans la vie. C'est hyper important. Et pourquoi je te disais ça ? Parce que le travail sur les réalisateurs, personne ne l'avait fait. Et après, je dois admettre quelque chose qui m'est tout personnel, c'est que moi, mon but dans la vie, quand j'étais petite, c'était de travailler chez HBO. C'était mon rêve de tout. En fait, j'avais deux rêves. C'était MTV, c'était fait, et HBO. Pourquoi ? Parce que Les Sopranos, parce que Six Feet Under, parce que etc. Et donc, quand j'ai commencé à me dire, il faut que je travaille sur une série documentaire, il faut que je trouve une idée, mon but c'était de parler de ces séries-là en premier. Il fallait d'abord que je parle pour moi, pour mon moi personnel, de Six Feet et de Deadwood, de Oz, de toutes les séries qui m'ont fait tomber amoureuse des séries. Et le point commun de tout ça, c'était que, en fait, comme c'est un peu un label, HBO, les réalisateurs, souvent, ils font plein de séries. Donc ça m'a aussi permis de parler de toutes mes séries préférées grâce à des gens qui avaient travaillé sur quasiment toutes mes séries préférées, voire qui se connaissaient. Donc, en fait, tout m'amenait à la réalisation. Le seul truc qui m'amenait pas à la réalisation, c'est que moi-même je n'étais pas réalisatrice et qu'il fallait apprendre à le devenir. Voilà, c'était le seul problème de l'histoire, quoi. Et question un petit peu parallèle, pourquoi avoir fait un focus sur presque uniquement des séries américaines ? Parce que je travaillais chez OCS et que le fond quand même de ce qu'on diffusait à l'époque, là ça a changé récemment, c'était les séries HBO, et que c'est mon truc, c'est le premier truc auquel je pense. Et ensuite parce que j'ai été élevée à la série américaine. On parlait de Twin Peaks tout à l'heure. Alors oui, Twin Peaks évidemment. J'ai appris à parler anglais en regardant Friends. Donc voilà, on est encore là-dessus. Et puis moi, j'ai vraiment ma sériphilie, c'est HBO. Donc c'est pas tant leur nationalité. D'ailleurs, il y a des coproductions. Tu vois, Rome, c'est une coproduction. C'est pas 100% américain, mais j'ai un truc naturel qui va chercher ça. Donc le premier réflexe c'est ça. Et d'ailleurs, je m'en rends compte en parlant, ce réflexe s'est décalé puisque dans la saison 3, j'ai Susan Beer qui est danoise, j'ai Charlotte Brandstrom qui est suédoise, donc le truc se déplace un peu. Mais mon premier réflexe c'est de s'adresser à ma sériphilie et à des séries que je connais très bien parce que préparer une série documentaire, c'est beaucoup de boulot et si en plus tu parles de séries que tu connais pas, t'es dans la merde, hein, franchement. T'as dû regarder tu as eu l'obligation de regarder des séries que tu connaissais pas pour justement certains épisodes ou t'as puisé que dans les séries que tu connaissais? Non, une fois que j'ai choisi les réalisateurs ou réalisatrices, parfois parce qu'ils avaient fait même un épisode. Jennifer Getzinger qui est dans la saison 1, qui a réalisé l'épisode de Mad Men The Suitcase, juste pour cet épisode, il fallait rencontrer cette femme, en fait. Donc, une fois que j'avais choisi mes 6 réalisateurs, réalisatrices, j'ai regardé 100% de ce qu'ils ont réalisé en série et parfois en cinéma. J'ai lu leur bio quand il y avait des bios, j'ai écouté leur podcast. Rosemary Rodriguez, elle tenait un super podcast sur la réalisation de séries, donc j'ai écouté les podcasts. Et une fois que j'avais choisi mes têtes, par contre, j'ai rincé l'intégralité de leur carrière. Hein. Barry Levinson, quand je l'ai rencontré, il m'a dit que je connaissais mieux sa carrière que lui. Tellement la fille est scolaire, quoi. Puis elle est costaud, sa bio en plus, tu m'étonnes. Du coup, tu nous as parlé de tes goûts, puis aussi de comment t'en es venu à cette émission. Mais en termes de réalisation de séries, est-ce que toi, il y avait, avant de faire The Art of Television, des épisodes peut-être, ou alors des séries en général qui t'avaient justement interpellé au niveau de la réalisation? T'avais déjà commencé à t'intéresser à cet aspect-là ou... Je pourrais pas te dire, je savais que Tim Van Patten était un excellent réalisateur. Par contre, je sais te dire, dans Les Sopranos, la scène où Christopher a un rêve et qu'il est au Satriale, que derrière lui c'est tout vert et qu'il voit le russe qu'il a buté enroulé dans du plastique, énorme rêve à Twin Peaks, et qu'il y a une femme qui lui balance des saucisses et en fait il est dans un délire sous drogue, là j'ai cherché qui était le réalisateur de cet épisode, parce qu'il me le fallait. Parce que cet épisode m'a marqué à vie. Je peux pas te dire que tel moment dans Oz, mais par contre le fait qu'on ramène du théâtre à la télévision, ça me suffit pour me donner envie. Après, la vérité, c'est que j'aurais adoré consacrer un épisode à Twin Peaks. Et j'ai pas pu. Et j'ai essayé, par 1000 moyens détournés, mais je n'ai pas pu. Donc c'est pas tant un style de réal, jusqu'à True Detective. Quand True Detective est arrivé, là,
j'ai pris la claque de ma vie en réalisation de série, enfin la saison 1 bien sûr, parce qu'après voilà, mais c'était plus des plans. En fait, c'est vraiment se dire, ok, si tu pouvais rencontrer la personne qui a fait ce plan, ce serait quoi les plans? Et c'est Christopher Osatriale, c'est la mort de Christopher dans Les Sopranos, réalisé par Alan Taylor. Voilà, c'est des moments comme ça. Je veux parler à la personne qui a fait ce plan. Ok. C'est beau. Je me suis toujours pas remise de certains éléments, mais voilà, la force de la réalisation. La mort d'Adriana. Ah là là là. Et bon bref, on va pas parler de ça. Mais C'est ça, dans le chat, il commence un petit peu à se boucher les oreilles, donc on va éviter de... Non, ça va, le temps a passé. Mais justement, comme on parle de tes influences et de la réalisation et de ton intérêt pour la réalisation, il y a un truc quand même qui est très marquant dans The Art of Television. Très fort dans la saison 3, un peu dans la saison 1, et alors je l'explique pas trop, mais beaucoup moins dans la saison 2, c'est justement un vrai désir de mise en scène. Comment t'es arrivé à cette proposition? Comment ça s'est construit justement, l'idée que ça allait être au-delà d'une interview un peu classique chant contre chant, ou même juste cadré sur la personne avec éventuellement deux caméras, quelque chose qui allait aller plus loin justement dans l'idée même de mettre en scène de la réalisation? En fait, moi, j'avais une obsession qui me vient d'un documentaire, qui est un de mes documentaires préférés. C'est un documentaire sur Nick Cave. À chaque fois, je confonds le chiffre, mais je crois que c'est 20 000 jours sur Terre. Et j'ai vu ce documentaire avant de faire du documentaire, mais pour ceux qui veulent aller voir l'affiche, en fait, tu vois Nick Cave qui est assis à son bureau, il tape à la machine, et autour de lui, il y a tout son univers. Ses posters voilà. Et j'ai vu ce documentaire, et je me suis dit, putain, si un jour je fais un documentaire sur quelqu'un, je veux ça, je veux cet univers-là, je veux qu'on voit tout ce qu'il aime en 3 secondes. Et après, j'ai appris que c'était un plateau. Et après, j'ai appris que c'était les réalisateurs et leur chef déco qui avaient fabriqué ce bureau. Et moi, j'y ai cru dur comme fer. Donc, quand on a commencé The Art of Television, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et il fallait que je trouve un moyen hors interview, de raconter leur carrière. Et j'avais ce truc en tête de Nick Cave, qui m'obsédait. Sauf qu'on n'avait pas l'argent pour faire le truc de Nick Cave. Donc, on a, avec mon équipe, trouvé à chaque saison une solution. Donc saison 1, c'était un espèce de plexi, une galère ce truc, mon Dieu. Un plexi parce qu'il fallait qu'on achète aux États-Unis un plexi de la bonne taille, qu'on le fasse trouer par un mec, qu'on trouve des suspensions et qu'on fabrique tout le truc dans des chambres d'hôtel. Enfin bon bref, un carnage. J'ai regretté très fort ce truc. Mais bon, c'est fait. Donc c'était une plaque de plexi, un peu comme un truc d'enquête, où on avait toutes les photos. Saison 2, on voulait plus faire les plexis, on en avait marre, donc on a voulu fabriquer un musée. Alors on a décoré une pièce de ma boîte de prod, Empreinte Digitale, qui a produit les 3 saisons, et on a fabriqué ce musée. Et la saison 3, on a pu faire le bureau de Nick Cave. Et quand en début de saison, on a commencé à parler des évolutions, et j'ai dit, voilà, moi là, faut faire le bureau, en fait, c'est la dernière saison, on n'en fera plus, il me faut le bureau. Tout le monde s'est tous regardé, genre, comment on va faire? Heureusement, une de mes meilleures amies, que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Anna Brun, qui est une chef déco extraordinaire, qui a bossé sur Visitors, notamment, qui a bossé sur Mortel, est venue avec nous. Donc j'ai pu avoir une de mes meilleures amies avec moi, c'était formidable, et elle m'a fabriqué les bureaux, comme dans le documentaire de Nick Cave. Donc voilà, ça c'est une obsession que je peux enlever de ma tête et mettre dans une boîte, c'est fait. Et après, pour la mise en scène, je comprends ce que tu veux dire, elle diffère beaucoup de la saison 1 à la saison 3, pour une raison humaine, qui est qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes chefs-op que j'ai de la saison 1 à la saison 3. Quand j'ai fait la saison 1, okay. J'avais un chef-op qu'on m'a présenté chez Empreinte Digitale, qui était co-réalisateur avec moi, qui s'appelle Vincent Gonon, et qui m'a énormément appris à faire un documentaire. Je remercierai jamais assez de ce qu'il m'a apporté. Et du coup, moi, j'ai essayé de me concentrer à fond sur le fond, et de lui sur la forme, et du coup, on a un truc un peu hybride entre ses goûts et mes goûts dans la réal. La saison 2, Vincent n'a pas pu faire la saison en entier, du coup, j'avais Vincent, et puis j'ai ramené un chef-op avec qui je travaillais depuis très longtemps, Victor Bruzzi, avec qui je travaillais sur Story Série. Et puis après, il a fallu remplacer Vincent, donc j'ai ramené Amandine Bailly, qui était ma chef-op de Story Série aussi. Voilà, je ramenais mes potes au fur et à mesure. Donc on a un truc encore plus hybride, et la saison 3, en fait, c'est faite avec l'équipe de Story Série. Et du coup, elle a, tout ce qu'on a aimé faire pendant 10 ans, on l'a mis
dans les interviews, avec ce travail d'amorce, avec une lumière un peu différente, un truc plus doux. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que la réalisation, et puis peut-être que nos goûts ont changé aussi au fil des années, mais en tout cas, voilà, c'est parce que c'est pas les mêmes personnes derrière la caméra, en fait. C'est marrant parce que du coup, c'est quelque chose qui ressort vachement, notamment dans la saison 3, dans les interviews, du devoir qu'a un réalisateur, en l'occurrence là, des réalisatrices, de connaître l'aspect technique, de savoir les focales, les caméras, de maîtriser le langage technique pour ensuite justement faire des propositions. Et toi, t'as dû faire ce travail-là, technique, du coup, d'apprentissage? Alors ça, c'est un vrai problème. Comme je me suis retrouvée à faire un documentaire sans jamais avoir fait de documentaire, j'ai appris au jour le jour. Et j'ai appris en posant des questions à mes chefs-op. Comment t'as eu cette image? Donc moi je disais des trucs abstraits. Non mais est-ce que tu peux me faire le fond plus flou? Est-ce que tu peux baisser par là? Enfin des trucs, mais je les ai rendus fous mes chefs-op, parce que en fait tu peux pas deviner et tu peux lire, parce que je suis très scolaire. Moi je suis comme Jennifer Morrison dans la saison 3 d'Art of. Tout est dans les livres et tu peux lire tous les livres de réal que tu veux. En fait quand t'es sur un plateau ça vaut plus rien. Ça vaut rien, parce que c'est maintenant, tout de suite, que le lieu où tu fais l'interview, tu l'as pas choisi en général, t'as pas le temps, c'est pas tes meubles, c'est pas ta déco, la fenêtre, elle est jamais où il faut, jamais. T'as 1000 galères, en fait. Et donc t'apprends en disant au chef-op comment tu vas faire pour arranger ça, comment on pourrait, et donc je pense que d'année en année, on a eu un dialogue un peu plus professionnel, et que j'ai appris du vocabulaire. Mais la première saison, c'était très dur pour moi parce que je maîtrisais pas du tout cet aspect-là. Donc on s'est inventé un langage où on se comprenait et eux les pauvres avaient en face d'eux quelqu'un qui n'y connaissait rien. Donc dur et grosse patience, et merci beaucoup à mes chefs-op d'être patients avec moi parce que t'apprends au fur et à mesure. D'où l'importance de ce travail en équipe que t'évoquais, parce que oui, tu te formes aussi en même temps avec ces équipes en fait. Oui, et de bien choisir les gens, parce qu'en fait, pour ceux qui ont envie de faire du documentaire et qui nous écoutent, un documentaire, un 52 minutes, c'est 1 an de boulot. Donc, faut bien choisir les gens avec qui tu vas pendant 1 an être de bonne humeur, de mauvaise humeur, être stressé, être heureux, être en retard, avoir froid, avoir la dalle, être malade. L'équipe, pour moi, c'est le début du truc. Si ton équipe est foireuse, tu peux interviewer Aaron Sorkin, ça sera de la merde, en fait. Et est-ce que dans les premières émissions, et peut-être tout le temps, mais t'avais un peu une crainte, t'étais impressionné d'interviewer ces personnes-là? Ah non, mais encore aujourd'hui, tu rigoles. Là, moi, samedi, on est quel jour? On est mardi. Moi, samedi, je fais Brian Cox. Je suis en panique depuis 3 semaines. Donc, non, mais la peur de l'interview, elle s'en va jamais. La peur de l'interview, elle est là tout le temps. Tout le temps. La veille, la semaine d'avant, le jour même. Mais, une fois que t'as posé la première question, c'est fini. La peur s'en va. Mais la peur, elle s'en va jamais. Ça fait 20 ans que je fais des interviews. Télé, radio, presse écrite, pour des bouquins, ça fait 20 ans que j'ai peur. C'est comme ça. Et les réalisateurs et réalisatrices que t'as interviewés, j'imagine qu'ils ont été super flattés, ou en tout cas intéressés de parler de leur pratique. Comment ils ont reçu le fait que tu viennes les interviewer, particulièrement sur le travail de la série? C'était nouveau pour eux, ou c'était quoi leur retour par rapport à ça? Leur retour, en général, c'était « mais pourquoi ?» Que me voulez-vous? Et du coup, la réponse, c'est justement parce que vous me demandez pourquoi que je suis là, en fait. Après, comme je disais, la saison 1, j'ai un peu rencontré mes idoles de réalisation. Voilà, Tim Van Patten, Alan Poole, Alan Taylor, mais c'est vraiment les cadors d'HBO. Ces mecs-là, ils sont pas étonnés qu'on s'intéresse à leur travail. Je veux dire, les mecs ont fait Les Sopranos, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. La saison 2, c'était très différent parce qu'en fait, c'était que des cinéastes, parce qu'on a essayé de mettre des thématiques à chaque saison, et que souvent, les cinéastes, quand tu les approches, ils s'attendent pas à ce que ce soit pour parler de série. Donc c'est assez marrant de voir déjà qu'ils ont une réaction un peu drôle, genre « Ah bon, tu veux parler d'homicide avec Barry Levinson, mais il a fait Redman. » Oui, mais moi je veux parler d'homicide. C'est drôle. Et puis ils ont pas le même confort en fait que s'ils parlaient de leur film, parce qu'ils ont pas le même statut, tout simplement. Et que t'as beau être un cinéaste et t'as beau avoir un tapis un peu plus rouge que les cinéastes purs de série, c'est quand même pas toi le patron, c'est le showrunner, et c'est comme ça, quoi.
Donc voilà, c'est un rapport qui est très différent, mais plein de fois des réals m'ont dit mais tu veux pas David Chase plutôt que... Et moi j'avais dit à Tim Van Patten, donc grand réalisateur des Sopranos, d'ailleurs je crois qu'il a genre 20 ou 21 épisodes, et je lui avais dit j'aimerais interviewer David Chase pour parler de vous. Le mec il est tombé de sa chaise quoi. David Chase, le showrun. Oui, en fait, j'aimerais qu'il parle de votre travail. Il était là, quoi? Mais c'est le monde à l'envers. Oui, nous, on fait le monde à l'envers. Et c'est vrai que c'est très marrant quand j'ai pu ramener des showrunners ou des gros producteurs pour parler des réals. Là, tu changes complètement leur façon de réfléchir, hein. C'est vraiment marrant. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, c'est beaucoup plus commun d'interroger des réals. Ça fait quand même un super résultat parce que c'est vrai que ça donne des perspectives. Toi d'interroger des showrunners ou des acteurs, etc. pour parler du travail du réalisateur, ça donne une super dynamique aux épisodes. Et c'est vrai que à la fois tu retrouves tous ces grands noms tu vois habituels des showrunners, des acteurs qu'on mettait sur le devant de la scène, et qu'on a bien raison hein, après tout, mais voilà, ça déplace entièrement la discussion. Et voilà, je trouvais que c'était une construction très astucieuse dans les épisodes. Merci beaucoup. J'en profite parce qu'on parle voilà de noms quand même assez impressionnants et de programmes qui nous ont marqués, je pense pour une grande partie de notre vie. Parce que toi t'as eu quand même entre cette série documentaire et tous tes autres projets à côté, t'as eu l'occasion de faire quand même pas mal d'entretiens et de rencontrer, on l'évoquait un petit peu, des gens fabuleux sur The Art of Television. Est-ce que t'as un meilleur souvenir? Alors j'imagine que les moins bons souvenirs, c'est un rapport avec du plexiglas et des choses qui se terminent par Zoom, mais voilà, qu'est-ce que ça serait ton meilleur souvenir? Est-ce que c'est une rencontre ou est-ce que c'est une façon de travailler sur par exemple cette série? La réponse pas glamour, mais qui est la vérité. Mon meilleur souvenir, c'est mon équipe. C'est mes amis, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur, ils m'ont soutenu dans toutes les situations, parce que c'est dur, hein. Franchement, faire du docu, caster des invités, je pense que tu peux finir fou, en fait. Avec ce métier, tu dors plus de la nuit, tu te fais mal parler en permanence. Ils m'ont beaucoup consolé, ils m'ont beaucoup aidé, je travaille avec des gens en or. Et après la réponse glamour, là j'ai vraiment eu un moment sur la saison 3 avec Michelle MacLaren, qui est c'est Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones in Treatment, The Deuce, cette nana, mais bref, je veux dire que pour que Vince Gilligan participe à un documentaire, c'est dire la taille de la réalisatrice. Et Michelle MacLaren, déjà, elle nous a accueillis chez elle, dans sa famille, autour de sa piscine, dans son jardin. Elle nous avait commandé à manger. On n'est pas du tout habitué à ça quand on fait du doc. T'es toujours au fond de la cuisine, derrière le chenil, et tu te démerdes. Et elle nous a chouchouté comme jamais dans notre vie. Et là, pour le coup, c'est un peu intime et tout, mais tant pis, je le dis. À la fin de l'interview, elle est venue me chercher, elle m'a prise à part du set, et il y avait son équipe qui était là, la mienne, et elle m'a prise à part pour me parler de mon travail. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, de ma carrière, jamais. Et cette nana-là, qui fait les plus grandes séries de la Terre, elle prend 20 minutes, elle te met dans un coin, et elle te parle de ton travail. Mais putain, ça, tu vois, mes 20 ans de carrière, et ils servent à ce moment-là, ces 20 minutes-là, que j'ai passé avec Michelle MacLaren dans son jardin, à l'écouter me parler. C'était extraordinaire. Elle et Rosemary Rodriguez, qui est dans ma saison 1, qui est une des réals de The Walking Dead, de The Good Wife, etc., avec qui je suis restée très amie. Et ça fait 7 ans qu'on est amis. Et à chaque fois que je vais à Los Angeles, on se voit, et à chaque fois on se dit, tu te rends compte depuis combien de temps on est amis? Et voilà, ça c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer, mais me faire une amie réalisatrice en faisant cette série, c'est improbable. En tout cas, sur le chat, tu viens de faire un conquis, puisque XP78 nous dit qu'il vient de rajouter The Art of Television à sa liste de visionnage. Ah, merci. Donc, il y a encore des gens à découvrir, effectivement, la série aujourd'hui, et on invite tous les gens à, évidemment, si vous nous écoutez aussi en podcast, à aller vous jeter sur les 3 saisons de The Art of Television. Ouais, mais attention, c'est un cercle vicieux, parce que vous allez regarder ça, et après, ça va vous enchaîner vers plein de séries que vous aviez pas vues jusqu'ici, donc attention, méfiance.
C'est la porte ouverte, effectivement, ça c'est clair, oui. Petite question qui me venait comme ça en t'entendant effectivement parler d'échanger avec les réalisateurs et les réalisatrices et tout ça. Est-ce qu'ils ont eu un regard sur le résultat final? Comment du coup ça s'est passé cette étape-là? Parce que du coup, avec leur œil, est-ce qu'il y avait des complexités? Est-ce qu'ils ont ils ont trouvé ça génial? Enfin. Alors ça, c'est un moment, et vraiment c'est la vérité. Moi, quand j'envoie un épisode aux réalisateurs, aux réalisatrices, je ferme mon internet pendant 3 jours. Je suis en panique. Mais je peux faire un arrêt cardiaque. Hein. Vraiment, ça me fait trop peur de leur envoyer les épisodes. Bon, ça c'est moi, j'ai un problème. Il est très compréhensible ce problème. T'envoies un documentaire où il y a David Chase dedans, t'es vraiment pas bien quoi dans ta tête. On a eu, est-ce que c'est par politesse, est-ce que quoi, je sais pas, mais on a eu que des retours dithyrambiques à des points où des fois on se disait ils se foutent de notre gueule. Enfin, c'est la politesse américaine, mais moi dès que je recevais des retours, j'ai un mail avec mon équipe et je leur disais il y a Rosemary qui a répondu, hop, il y a Alan Poole qui a répondu, et je leur envoyais les trucs. Et on se disait c'est improbable quand même. Alan Poole par exemple, qui est réalisateur et producteur, qui a fait Tokyo Vice là récemment, mais qui est le mec qui a lancé Six Feet Under et c'est cher à mon cœur, qui a produit Angela 15 ans à l'époque. Alan Poole, il donne des cours en fait dans le monde entier, il donne des cours de réal quand il a le temps, et maintenant mon épisode sert d'introduction à son cours. Génial. Waouh. Alors là, donc, je vais te dire que ça c'est fort quoi. Donc et des fois je n'ai pas de retour. Et des fois, j'ai 0 retour. Là, il y a une des réalisatrices, je dirais pas laquelle, sur la saison 3, qui m'a jamais répondu, alors que j'étais vraiment en échange de messages constant et tout avec son assistante, qui est une meuf formidable. Dès lors que j'ai envoyé l'épisode, c'était terminé. Il y avait 8 personnes dans la boucle de mail, dont elle, personne ne m'a jamais fait de retour. Et dans ce cas-là, tu te dis soit qu'ils ont pas le temps, soit qu'ils s'en foutent, moi je me suis dit, parce que j'ai un problème comme je disais, ils sont en train de me préparer un procès au cul. J'ai fait une grosse connerie, je m'en suis pas rendu compte et je vais me prendre un procès en fait. Et bon, c'était il y a 6 mois, il s'est rien passé, donc c'est juste qu'ils s'en foutent en fait. Pour le coup, effectivement, j'imagine que ça doit être à la fois un peu décevant et en même temps un peu flippant de ne pas avoir de réponse rapide, quoi. t'as eu des... parce que tu disais, pour organiser, sélectionner les gens, etc., et faire la programmation, c'est un truc à devenir fou. Il y a des gens qui ont... Alors, sans forcément dire des noms, sauf si tu veux te défouler, mais il y a des gens qui ont refusé de participer à ça? Il y a 1000 raisons de refuser ma proposition. Déjà, c'est qu'on leur prend du temps. C'est-à-dire qu'une interview pour un documentaire, ça prend pas 10 minutes. Faut s'installer, ça prend, c'est 2 heures d'interview. Moi, je leur envoie des éléments en avance pour leur indiquer un peu de quoi je vais parler, des captures d'écran de leurs épisodes. Donc, des fois, ils se replongent dans les trucs. Enfin, voilà, ça prend du temps. Donc, il y en a qui n'ont pas le temps. J'ai un exemple qui m'émeut vachement parce que c'est quelqu'un que je voulais vraiment, c'est Katie Bates. Parce que Katie Bates, personne sait qu'elle est réalisatrice. Et elle a réalisé du Six Feet Under, elle jouait dedans, elle a réalisé du Oz, elle a réalisé des épisodes de séries, et j'ai toujours voulu, sur les 3 saisons, avoir Katie Bates, donc je suis en contact avec son agente depuis 7 ans maintenant. Et ça fait 7 ans qu'elle me dit non. Et là, cette année, je lui ai dit, ouais, mais par contre, c'est la dernière saison, du coup, je demanderai plus jamais, est-ce que je peux savoir au moins pourquoi? Et elle m'a dit une phrase, je pense que Justine va comprendre tout de suite, elle ne se sent pas légitime en tant que réalisatrice. Katie Bates, actrice oscarisée. Non mais attends, si Katie Bates réagit comme ça, comment tu veux que nous on s'en sorte? Voilà, on peut pas. Katie Bates, j'ai eu Jane Campion que je voulais absolument, mais qui ne supporte pas d'être filmée. Pour moi, alors en plus tu me dis ça à moi qui déteste ça aussi, c'est une très bonne raison. Et là, je dirais pas de nom par contre, mais dans la saison 3, il y a une réalisatrice qui n'a pas voulu parce que elle avait le sentiment d'être le token afro-américain de la saison. Ah. Ça m'a blessée en deux endroits, c'est-à-dire ça m'a blessée moi parce que moi elle me connaît pas, donc elle en sait rien, mais mes intentions, donc je me suis dit c'est dommage de penser ça de moi, mais elle me connaît pas. Et après je me suis dit mais c'est quoi cette vie en fait? C'est clair. C'est quoi de se dire
ça peut pas être pour mon talent, c'est impossible. Donc c'est parce qu'ils ont besoin de pas avoir que des blancs dans leur documentaire, donc ils m'ont appelé. Combien de fois moi, sur un panel où j'étais la seule femme, je me suis dit ça 1000 fois. Et vraiment, je me suis mis à sa place et je me suis dit, en fait, je vais lui en vouloir 5 minutes et je vais passer à autre chose parce que je la comprends, je sais ce qu'elle veut me dire. C'est horrible, mais c'est comme ça, en fait. Voilà. Ouais. Effectivement, le constat est triste, mais réel, oui. Mais tu vois, là, tous ces des enjeux qui nous dépassent clairement, mais qui s'ajoutent à ce syndrome de l'imposteur et qui et c'est dommage parce que effectivement, ça fait passer à côté du travail de gens fabuleux, mais bon, qui vont continuer à travailler et c'est l'essentiel. Mais ouais, je comprends la frustration et tous ces sentiments un peu contradictoires que ça peut susciter. Ouais, tu m'étonnes. C'est bien, on a plombé l'ambiance. Bah justement, allons faire un petit tour sur le chat avec un petit commentaire de XP78 toujours qui nous dit ça me fait penser au doc Le complexe de Frankenstein sur les créateurs de monstres et de créatures d'effets spéciaux du cinéma. Dans le doc, ces créateurs interviewés sont super contents de parler de leur travail parce que personne ne s'intéressait à eux, et le fait que une réalisatrice t'ait pris à part pour te parler de ton travail, etc., ça lui fait un petit peu penser à ça dans le fait de justement te remercier peut-être, ou en tout cas d'être reconnaissant de parler de leur travail à eux, quoi. Bah je pense qu'il y a de ça, et ouais, je pense qu'il y a de ça, et puis il y a aussi cette symbolique, c'est tout con, mais dans les cérémonies, aux Emmy, aux Golden Globe, les réalisateurs et les scénaristes et les réalisatrices n'ont pas leur prix sur scène. Là, ils ont fait une blague aux Oscars parce qu'ils avaient ramené tous les Oscars et que ça allait durer 3 plombes, mais en fait, bah ouais, en fait. Je vois pas pourquoi on célébrerait pas tout le monde, et je pense qu'en fait, à force, ces petits machins là un peu minables de toujours mettre les gens sur le côté, de pas leur donner la parole, ou quand tu leur donnes la parole, c'est que 5 minutes et tout, ça heurte les gens, mais puissance 1000 quoi. Il faut absolument arrêter de faire ça, et il faut traiter tout le monde de la même façon. C'est hyper important. Mais surtout sur un travail collaboratif justement comme ça. Enfin, c'est vrai que ça a pas de Bien sens. sûr. Mais si on s'arrête sur tout ce qui a pas de sens aux Oscars. On va parler un petit peu de la saison 3 de The Art of Television, parce que elle est c'est celle qui est sortie la plus récemment, évidemment, en décembre 2022, et elle a la spécificité de présenter un panel 100% féminin. Alors il y avait déjà eu 2 réalisatrices dans la saison 1, la saison 2 n'en proposait pas, il y avait aussi un nombre d'épisodes plus réduit. Ça a été quoi un peu l'idée derrière la création de ce panel? Est-ce qu'il y a un peu une sorte de réaction à la saison 2 où il y en avait pas du tout, où il y avait pas du tout de réalisatrice, ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? Est-ce que, alors, je suis très triste parce que tu l'as répété à plusieurs reprises, c'était ma question finale, mais du coup, a priori, il y aura pas de saison 4, mais est-ce que c'était justement un peu pour finir en beauté, quoi, et mettre un peu toutes les idées que tu as pu avoir dans cette ultime saison? Comment tu l'as conçu, cette saison 3? Déjà, on s'était pas dit on va faire une saison 3. On s'est dit oh là là, on a fait une saison 2, dedans il y a Gondry, il y a Judd Apatow, on est au top, on arrête. Et puis en fait non, en fait on avait encore envie de travailler ensemble parce qu'on s'aime beaucoup. Et l'idée c'était de trouver une thématique. Et en fait la thématique des femmes, bon c'est banal, hein, c'est même plus militant, enfin je veux dire. C'est venu de 2 choses, c'est venu de 2 sources de frustration différentes. Et la première, c'est la mienne. C'est qu'en fait, moi, cette série, je l'ai écrite, je l'ai inventée, je l'ai réalisée, je l'ai castée, et plusieurs fois, on m'a mal parlé sur mon propre plateau. Plusieurs fois, on a parlé qu'à mes chefs-op qui sont des garçons, et moi, on m'a pas dit bonjour sur mon propre tournage de ma série. Waouh. C'est horrible. Franchement, c'est pas possible en fait. Déjà de traiter des humains différemment, c'est pas possible. De ne pas m'adresser la parole parce que je suis une femme, c'est pas possible. J'ai un de mes invités, je dirais pas qui c'est, qui quand il m'a vu. Donc moi, je caste les invités. Ça veut dire que je suis en contact avec leurs agents, leurs publicistes, leurs managers, et des fois avec eux en direct. Au bout de la grande ligne de tous ces gens qui se repassent la patate chaude jusqu'à ce que parfois t'es le gars. Et donc ça c'est quelqu'un que j'avais en direct, avec qui j'ai échangé pendant des mois, qui m'a planté 2 fois, qui m'a compliqué des tournages, etc., etc. Bref, on arrive à caler l'interview, le mec arrive, il me voit, il percute pas, je pense que je parle anglais, parce que j'étais en train d'aider mon chef-op, donc je déroulais des câbles en gros, hein. Et il dit à la fille du lieu, oh là là, c'est ça Charlotte Bloom. Oh la vache. Avec un air dégoûté.
Et franchement, j'allais chialer, quoi. La violence, ouais. Je suis allée me présenter, il a vu que je parlais anglais, du coup il m'a dit « Ah non, mais je pensais juste que tu serais plus vieille », j'étais là « Putain, ça commence mal ». Et ça, c'est une fois parmi tant d'autres, hein. Voilà, donc moi, ma frustration de ne pas être... Je demande pas la lune, hein, je demande pas d'être considérée comme... je sais pas, enfin, quelqu'un de supérieur parce que je suis réalisatrice, je demande juste le même respect que mes chefs-op qui sont, à part Amandine qui est arrivée vraiment sur la saison 3, des hommes. Donc moi, j'en ai eu marre. Ça m'a saoulée. Du coup, ça me met en colère. Enfin, ça me rend triste, en fait. Et puis, à l'après, je me suis dit, entre la saison 1 et la saison 2, j'ai 10 épisodes. Si je fais 6 femmes, j'ai une parité. Tout simplement. Et puis, en fait, je veux dire la vérité, j'avais envie de parler avec des femmes, en fait. Parce que, on a une expérience commune, qui est juste d'être une femme dans le monde du travail, hein, c'est même pas d'être réal. Réal, c'est la couche de plus, mais on a une expérience commune qui change les conversations, et quand je vois ce que moi j'ai sur le cœur, je sais qu'elles ont la même chose, et si je peux leur donner l'occasion d'en parler, si je peux leur donner l'occasion mais juste d'être appelée réalisatrice, putain, en fait. Il y a des actrices dans ma sélection, il y a Jennifer Morrison, il y a Helen Hunt. Alors Helen Hunt, c'est une légende d'Hollywood, elle a pas besoin de moi. Jennifer Morrison, quand j'ai proposé de la faire, son agente m'a répondu dans la seconde, ce qui n'arrive jamais, en me disant « Alors ça, ce sera génial pour Jennifer. » Pourquoi ? Parce que personne la considère comme une réalisatrice. Elle est trop jolie, elle est actrice, c'est mort. On te laissera pas sortir de ta putain de boîte. Et Jennifer Morrison, je sais pas si vous avez regardé les épisodes qu'elle a fait, que ce soit sur Euphoria, que ce soit sur Joe Pickett, que ce soit sur Dr. Death, c'est une putain de réalisatrice. Mais cette nana, c'est les Golden Globes des 10 prochaines années. Et en fait, bah, voilà, t'es actrice, tu fermes ta gueule, et puis d'où tu veux être réalisatrice, en fait. Et bah, moi j'ai trouvé ça super cool de pouvoir lui faire parler que de ça, et pas du tout de son métier. Bah, je la vois là, en plus elle est gentille, putain. J'adore Jennifer Morrison. Mais de juste traiter ces femmes comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des réalisatrices, et de leur poser les questions qu'on pose toujours aux mecs. Et de leur parler comme à ce qu'elles... et de les respecter, voilà. Je me suis dit, si quelqu'un peut parler à ces femmes, autant que ce soit une femme, et qu'on partage nos expériences, et on se comprend en un regard, en fait. Il y a des phrases qu'elles m'ont dites, j'ai même pas réagi, on s'est regardé, on a fait, bon, bah, on sait tout ça. On sait que c'est chaud, en fait, d'être une femme dans ce milieu. Et tu le sens, hein, ça, dans la saison, ça, c'est, enfin, je veux dire, ça ressort pas, voilà, en mode, c'est pas martelé en disant, regardez comme notre vie est difficile, hein, c'est pas du tout ça. Mais tu sens cette complicité autour de, bah voilà, d'un vécu, tout simplement, qui se ressent. Et je pense que, enfin, après, toi tu le sais clairement mieux, mais en tout cas dans le montage final, on voit cette confiance, en fait, que alors plus ou moins marquée, hein, selon les réalisatrices, mais on voit une certaine confiance qu'elles ont, et voilà, qui leur permettent de parler, je pense, de plus en plus ouvertement de leur travail, de leur parcours, de leurs influences, etc. Et tu sens, hein, ça dans cette voilà, ces expériences partagées, la confiance qui se crée aussi. Et pour moi, c'est, alors, outre le côté, bah voilà, il y a que des réalisatrices et c'est vachement bien, mais c'est l'aboutissement, je trouve, de cette saison 3. C'est, tu sens, j'ai l'impression, plus de confiance, en fait, des personnes interrogées quand ils parlent de leur travail. Voilà, c'était mon impression. Là, j'avais 3 monteuses sur cette saison-là. Yann Devèvre, Fanny Boutillon et Marouchka Hans qui me suit depuis la saison 1. Mais là, gros luxe, 3 monteurs-monteuses. Et on s'est vraiment mis d'accord tous les 4 dès le début parce qu'ils avaient 2 épisodes chacun, donc tout le monde bossait en parallèle. Une fois que t'es lancé, tu communiques plus beaucoup, quoi. Donc j'étais le seul point commun entre tout le monde, et on s'est tous mis d'accord sur le fait que moi, dans mes conversations avec ces femmes-là, qui ont duré longtemps, on a beaucoup parlé des inégalités. On a beaucoup parlé de la façon dont on traite les femmes. Mais notre but à la fin, dans la série, c'était qu'on monte des réalisatrices. Et vraiment, tous, on s'est tout de suite mis d'accord, tout de suite, sans hésiter, que vraiment le message, c'est des femmes qui bossent, qui sont très talentueuses, et qui vont partager leurs expériences professionnelles. Et effectivement, à la fin, on finit toujours sur une pointe féministe, ou au moins une pointe d'espoir pour les autres femmes, parce que ça sert aussi à ça, de voir des femmes qui ont du succès. Ça sert à te dire, attends, mais en fait,
j'ai le droit finalement d'y aller moi aussi, même si ça va être dur apparemment. Mais oui, t'as le droit, et oui, vas-y. Et du coup, on a vraiment voulu qu'à la fin, elles ne soient pas des espèces de militantes le poing levé, à part Martine Oxon, mais Martine Oxon, elle a ça dans le sang, c'est mort. Martine Oxon, elle est féministe jusqu'au bout des ongles, elle est là pour défendre les femmes, c'est sa raison de vivre, point. Donc, même si tu montes, c'est-à-dire que là, imagine qu'on a lissé tout le féminisme. Et à la fin, c'est que du féminisme. Bon, super! On adore Martine Oxon, elle est extraordinaire. Mais on n'a pas voulu que ça ressemble à des femmes qui se plaignent. On a voulu que ça ressemble à des femmes qui travaillent. Bien. Mais ça ressort évidemment de cette saison 3. Enfin, c'est hyper passionnant de justement suivre la réflexion qu'ont ces réalisatrices dans leur métier, comment elles composent les plans, quel parcours elles ont eu, enfin, d'où elles viennent, comment elles ont constitué leur expertise, et ce qui est hyper intéressant, on le disait justement un petit peu au début avec des profils comme Charlotte Brännström justement, qui a un parcours éclectique as fuck, elle passe d'une toute petite série aux Anneaux de pouvoir en gardant avec elle une actrice qu'elle emmène avec elle dans ses bagages. Quand on est intéressé justement par la série, regarder des séries, comment c'est construit, comment on s'est réfléchi et tout ça, évidemment que c'est hyper passionnant de regarder ces femmes qui ont construit la manière dont elles allaient apporter. En fait, elles résolvent à chaque fois cette équation de dire il faut que je raconte une histoire, comment je peux faire pour prendre cette histoire et rajouter du sens à ça, quoi, dans la manière de cadrer les choses, et en fait le degré de sens qu'il peut y avoir dans les plans qui font référence à d'autres choses, à d'autres œuvres, et comment ils arrivent à ça, comme tu le disais sur Dr. Death avec Jennifer Morrison, sur toute la construction de cette scène des toilettes là, elle est incroyable cette scène, franchement. Allez voir cet épisode rien que pour ça, parce que c'est un petit bonbon, quoi, quand on s'intéresse à ce genre de making of. Mais alors, ce passage de Dr. Death est un chef-d'œuvre. Elle a créé un truc hallucinant, elle appelle ça la Impossible Bathroom, parce qu'elle a recréé des toilettes de bar de manière assez hallucinante, dont elle parle. Bon, après, c'était beaucoup plus long ce que j'avais, mais je voulais pas parler que de ça. Mais moi, ma chef-op, Amandine, que j'adore par ailleurs, est très timide. Et elle parle pas beaucoup aux invités, puis elle aime pas parler anglais, et puis voilà. Et c'est la première fois, depuis 10 ans que je travaille avec elle, que je l'ai vue partir de chez Jennifer, toucher la porte d'entrée, revenir en arrière, aller voir Jennifer et lui dire merci pour la Impossible Bathroom, et repartir en courant parce qu'elle avait dépassé sa peur, quoi. Mais c'est la première fois qu'en fait c'est vraiment une chef-op qui parle à une réal et qui lui dit en sous-texte, quand vous nous filez des défis comme ça, mais c'est merveilleux, mais merci beaucoup. Et Patrick McManus, le producteur de Dr. Death, le dit, cette scène, elle aurait jamais dû exister, c'était trop cher, c'était compliqué, c'était relou, on n'avait pas le temps. Et Jennifer, elle a dit, je m'en fous. Je la vois, cette scène, je la veux, je l'aurai. Et elle l'a eu, et c'est magnifique. C'est magnifique, ce qu'elle a fait. Mais le résultat est d'une fluidité, enfin, c'est... Le travail de toute l'équipe là-dessus, ça a dû être hallucinant. Avec l'argent de la série et le temps de la série qui est resserré comme c'est pas possible, où faut faire avec ton cerveau avant tout, quoi. Briac, est-ce que t'as un regard sur cette saison 3? Est-ce que t'as envie de... Comme tout le monde a fait des compliments, je vais faire des compliments aussi, parce qu'il y a plein de choses que j'ai adorées. Entre autres, le fait d'avoir... en fait, je trouve qu'il y a un problème parfois en France, quand on a des documentaires sur... par exemple, des réalisatrices ou des réalisateurs en particulier, on va avoir parfois un angle un peu trop biographique, et ce qui est super dans The Art of Television, c'est qu'on leur laisse le temps de vraiment s'exprimer, et parfois sur des aspects techniques. Enfin, moi j'adorais dans l'épisode de Charlotte Brännström, je vais pas écorcher son nom, elle nous parle, alors j'aime bien faire des plans débulés, là j'ai pris ce ralenti là parce que c'était intéressant, je commence mes scènes par des inserts. C'est génial, quoi, de pouvoir avoir des réalisatrices, des réalisateurs qui t'expliquent vraiment, voilà comment j'aborde la scène, voilà vraiment l'effet, la technique, la focale que j'apprécie. Et ça, c'est super. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans la forme, parce que comme tu disais, Justine, d'avoir aussi le showrunner ou d'autres des collaborateurs qui viennent donner leur avis sur le travail de la réalisatrice, du réalisateur. Ça, c'est super aussi d'avoir ce regard-là. Mais aussi le travail au niveau du montage, tout le travail d'illustration à chaque fois. Donc ils invoquent un élément, un épisode, un plan, une série. Je pense dans celui sur Michelle McLaren, quand on a la comparaison entre Il était une fois dans l'Ouest et Breaking Bad, et on voit vraiment, ah oui, ok, c'est vraiment, on voit que ça vient de là, ces idées-là. Et ça, c'est super parce que
Sur la réalisation de série, il y avait des choses comme par exemple les archives de Emmy TV Legend, qui est un site fait par l'organisation des Emmy. On a des entretiens plus ou moins longs avec des réalisateurs et réalisatrices, des scénaristes, etc. Mais c'est vraiment juste talking head, on les voit juste parler et on se débrouille avec ce qu'on entend et tout. Et là c'est super, on a tout de suite cet élément visuel là et ça fait encore plus sens quand on parle de réalisation. Donc vraiment sur la forme et tout, c'était super. Je veux pas expliquer, je veux pas essayer de trouver une raison pour lesquelles elles sont pas illustrées, les interviews des Emmy et tout ça, parce que j'avais vu celle de Timmy Van Patten justement. Il s'appelle Timothy, je l'appelle Timmy parce que mon chat s'appelle Timmy et j'arrive pas à j'arrive pas à décrocher. Mais en fait c'est très compliqué les lois sur les extraits. C'est vraiment c'est une vraie prise de tête. C'est-à-dire que nous, pour qu'on puisse mettre un extrait, en plus du fait qu'il fallait qu'il soit court, c'est vraiment le principe du droit de citation, c'est-à-dire que tu ne montres que ce que la personne est en train de raconter, ni plus ni moins. Et là, mes monteurs et mes monteuses ont une patience en or, parce qu'il a vraiment fallu qu'on fabrique le propos, enfin qu'on reprenne le propos des gens, qu'on mette la scène exactement, qu'on le coupe pour qu'elle ne dise que l'essentiel. Évidemment, ça vient d'un travail en amont où moi j'avais sélectionné des scènes qui me plaisaient, j'avais fait des captures d'écran et j'avais montré aux réalisatrices pour leur dire je veux parler du débulé, justement là je connais plus le mot en anglais, j'ai oublié, mais ce fameux débulé, ou parler des top shots de Michel McLaren, ou voilà. Mais c'est hyper compliqué le droit de citation, c'est vraiment un casse-tête. Hein. En tout cas, ça valait le coup. Ah, merci. On va se diriger tranquillement vers la fin de l'émission. Est-ce que, Charlotte, tu voudrais, avant qu'on passe un peu sur ton futur, peut-être aborder un sujet sur lequel on t'aurait pas particulièrement interrogé sur cette saison 3 ou sur l'ensemble de ta série documentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais mettre en avant, peut-être Non. D'ailleurs, merci beaucoup. C'était super d'en parler avec vous. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, parce que c'est important et que j'aurais aimé qu'on me le dise, moi, à un moment dans ma vie. Plus tôt, je veux dire, parce que là, je suis plus toute jeune. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation pour faire des choses. N'attendez pas que on vienne vous chercher. On viendra pas vous chercher, en fait. N'ayez pas peur. Quand j'ai fait Alan Poul, quand j'ai rencontré Alan Poul, aujourd'hui c'est vraiment un des producteurs les plus puissants de la télé. Il bosse avec Michael Mann. Alan Poul, il voulait être réalisateur depuis qu'il était ado. Il a réalisé son premier épisode, il avait 41 ans. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Si on a envie de le faire, ça va arriver. T'es une femme, c'est pas grave. T'es une minorité, peu importe laquelle, c'est pas grave. Tu prends la place que tu veux. Et je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que tu passes pas beaucoup de temps à chialer, à te remettre en question, à dire que t'es pas à ta place, que tu vas tout rater, que ce que t'as fait c'est nul, que l'interview était pourrie, que les gens te détestent. Non, c'est horrible, en fait. Mais la satisfaction quand c'est fini de se dire putain, je l'ai fait, quoi. Voilà, juste pour dire à tout le monde, peu importe qui, en fait, attendez pas qu'on vienne vous chercher, faites les choses. Je pense que ça résonne chez chacun d'entre nous, à mon avis, à divers niveaux, en tout cas de manière très personnelle. Moi, ça résonne beaucoup. Et d'ailleurs, je te remercie d'autant plus d'avoir répondu positivement à notre proposition, parce que on fait spoilers parce qu'on a la passion de faire des choses autour des séries, mais on est personne, et donc c'est compliqué aussi de pouvoir réussir à interagir avec des gens qui ont fait des choses super autour de nous et qui justement vont nous nourrir. Donc quand il y a des personnes comme toi qui acceptent, on est d'autant plus intéressant, et ça nous booste vachement pour justement continuer et peut-être tenter d'autres interviews dans le futur avec d'autres personnes. Donc c'est reçu 5 sur 5 ton encouragement. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que personne n'est personne. Et tout le monde est quelqu'un. Enfin, c'est hyper banal, mais c'est hyper vrai. Je suis tout à fait d'accord, mais cette semaine, t'as un entretien avec Spoilers et un entretien avec Brian Cox. Donc, si tu veux, on a conscience des réalités, quoi. Oui, mais je suis pas du même côté du micro, donc c'est pas, ça a rien à voir, en fait. Enfin, tu vois, c'est mon métier, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on dit depuis le début, quand on parle d'Art-of, il faut qu'on se l'applique à nous. Pourquoi, quand je vais rencontrer Tim Van Patten, il me dit « Mais c'est chelou de parler des réalisateurs dans un documentaire, c'est bizarre. Pourquoi Rosemary Rodriguez, elle est tellement touchée par le fait que je sois venue lui parler que 7 ans plus tard, c'est encore mon amie. » Parce que ces gens-là, dans leur tête,
ils sont pas plus importants que nous, on pense qu'on l'est en fait. C'est juste, on a un terreau commun, vous, moi, Michel McLaren et etc. C'est la passion. Et du coup, on est dans la même team en fait. Quand on peut s'aider, on s'aide. Ça, c'est encore. Alors là, c'est le gros bonus, la solidarité. Michel McLaren qui te complimente sur ton travail en secret, machin. Et puis moi, je le dis à tout le monde, bien sûr. Quand il y a de la solidarité, c'est extraordinaire. Mais il faut pas qu'on oublie pourquoi on est là aujourd'hui. Vous, tout le temps, en fait, vous êtes là parce que vous êtes passionnés. Et pour moi, la passion, c'est la clé de tout. C'est un putain de passe-partout, ce truc. Donc whatever, peu importe qui on est en fait, ça n'a aucune importance. Je sais pas vous, mais moi je ressors d'une discussion avec Charlotte Bloom et j'ai envie de tout faire et de tout bosser et voilà. Donc moi là je me couche à 6h du matin parce que je vais bosser toute la nuit donc fais-le. Dans le chat, on nous parle aussi, péremptoire, qui nous dit il faut que je traite mon syndrome de l'imposteur. On parle clairement de ça et en fait moi ça m'évoque le fait, enfin je sais pas si c'est une banalité ce que je vais dire, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est souvent aussi les gens les plus humbles qui sont ceux qui ont le plus de choses à dire ou qu'en tout cas qui sont souvent assez doués et qui le cachent. C'est vrai que dans le podcast de manière générale, c'est aussi un truc, un message qu'on peut faire passer. Faites-vous connaître si vous avez envie de prendre la parole, faites-vous connaître si vous avez envie de parler de sujets qui vous passionnent parce que y a plein de gens qui seront ravis de vous accueillir, nous on sera ravis de vous accueillir et c'est déjà un premier pas à faire à moindre frais, j'ai presque envie de dire, parce que justement on est un peu caché derrière un micro et bon là sauf ce soir évidemment où on est en live sur Twitch, mais on peut ne pas s'exposer physiquement et en tout cas voilà, effectivement écoutez les conseils de Charlotte et lancez-vous, on souscrit à 100% et je peux pas m'empêcher de lire le très très gentil commentaire de XP78 qui nous dit que Spoilers est vraiment un podcast qu'elle adore, pardon. Je vais le lire comme c'est écrit, ça sera plus simple. Grâce justement à la qualité de vos invités et de votre simplicité et votre envie de mettre les autres et leur travail dans la lumière en avant sans jamais vous mettre en avant. Merci beaucoup. Je suis à 2 doigts de chialer, donc je vais arrêter. Mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, donc c'est super. Bah oui, c'est très très positif. On fait tous le même travail. C'est premier degré, je suis à 2 doigts de chialer. Je suis hyper ému de ce commentaire, donc... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Est-ce que déjà, alors bon, tu nous as évoqué à multiples reprises que il n'y aurait pas de saison 4 pour The Art of Television. Qu'est-ce qui fait que tu remettras pas le couvert? En même temps, a priori, il y avait pas de saison 3 de prévu, donc peut-être qu'on a un petit espoir quand même. Non, en fait, la vérité, c'est que je veux pas de saison 4 parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai donné la parole comme j'ai pu. Pour moi, en fait, dans mes rêves les plus fous, la saison 4, c'est un épisode d'1h30 avec David Lynch sur Twin Peaks. Voilà. Yes. Donc voilà, pour moi, et j'ai essayé, mais c'est très 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 compliqué. Et pourtant, son entourage, et c'est des gens très sympas qui répondent aux sollicitations et tout. Enfin, c'est vraiment des gens cool, mais qui te répondent pour te dire non. Mais néanmoins, voilà. Et puis c'est hyper éprouvant. 3 saisons, 7 ans de ma vie, je peux te dire que je les ai sentis passer les 3 saisons. Donc faut faire autre chose là. Justement, du coup, autre chose. Est-ce que d'autres formats en préparation? Est-ce que c'est quoi un peu des choses dont tu peux nous parler éventuellement? Mais bah non, toujours le cercle avec les copains et les copines. Moi, de toute façon, mon format c'est le doc, quoi qu'il en soit. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas d'envie d'avoir mon podcast, mon émission. Ça m'intéresse pas en fait. Ce que je veux, c'est continuer à faire du doc. Et j'ai des idées en tête, j'en ai écrit, mais c'est très compliqué parce qu'il faut trouver des diffuseurs, il faut trouver des producteurs, machin. C'est complexe, mais moi c'est ça que je veux faire. Et puis de temps en temps, quand quelqu'un m'invite, j'aime bien venir papoter avec des gens passionnés comme moi, mais avoir mon truc, c'est pas... Ça y est, je l'ai fait et j'ai beaucoup souffert en le faisant, donc c'est bon. Moi, mon temps est passé. Place aux autres. Exactement, la place aux jeunes, comme on dit. Et une actualité, bon, tu l'as dit là, au moment où le podcast sortira, ça sera déjà passé. Limite, on aurait presque envie de s'adresser au toi du futur pour savoir comment ça s'est passé, parce que là, t'as une actualité très très rapide qui va être justement Série Mania et du coup l'interview de Brian Cox. Est-ce que au-delà de ça, t'as une actualité dans l'année qui s'annonce, un livre peut-être ou des choses Ouais, je suis en train d'écrire un livre mais je vais pas en parler. Enfin, c'est un contrat qui est signé et tout, mais
Je suis pas encore très contente de moi, donc j'ai même pas envie d'en parler. Faut que je fasse mieux. Enfin, pour l'instant, c'est pas ouf ce que j'ai fait, voilà. Et j'ai écrit un doc qui me tient énormément à cœur. J'espère à un moment pouvoir dire que c'est fait, mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais j'ai l'impression d'être dans une année de transition là, donc je prends les choses comme elles viennent. Série Mania, ça a été un gros morceau. J'ai Brian Cox, j'ai d'autres trucs que je vais faire là-bas. Je m'occupe de l'animation du tapis rouge tous les jours. C'est déjà pas mal de taf. Et puis en fait, je vais dire la vérité, Série Mania, c'est ma semaine préférée de l'année. Donc je suis extatique en fait que ça y est, Série Mania arrive et qu'on va pouvoir écouter des gens parler en masterclass et découvrir des trucs sur grand écran et tout. Donc si en fait ma carrière s'arrête le 25 mars quand je rentre de Série Mania, ça m'ira très bien. Ok, très bien. Bon, on va espérer que ça continue quand même, mais oui. On avait peut-être une dernière question, hormis si Briac, Justine, n'hésitez pas à me couper si vous avez envie de poser de dernières questions à Charlotte, mais tout simplement, comme on l'a dit de multiples reprises, nous on parle principalement de séries de science-fiction, fantasy et fantastique. Est-ce que éventuellement t'aurais un coup de cœur à proposer à nos auditeurs et nos auditrices dans ces derniers mois, années, une série qui dans notre ligne édito t'aurait particulièrement plu? Dans le futur du coup pour moi, parce que je crois que c'est début avril. Faudra vérifier la date. C'est début avril sur Canal+. J'ai pris une claquousse dans ma tête, fantastique horreur, avec la saison 3 de L'Hôpital et ses fantômes. Ah, génial. Comme Twin Peaks saison 3, Lars von Trier 25 ans plus tard nous fait une saison 3. Et je l'ai regardé là pour le cercle et j'ai pris une baffe, mais un truc. Et en plus j'y allais un peu à reculons parce que Lars von Trier et moi c'est pas la relation du siècle quoi. Je suis pas fan du personnage. Mais je dois dire que là c'est virtuose en fait. Quand tu sais qu'il l'a fait avec Parkinson, que un peu à la Lynch, le mec qui fait tout, il peut pas s'empêcher de tout contrôler, machin et truc. Vraiment, c'est admirable, c'est autant flippant que c'est drôle, ce qui est très dur de choper cet équilibre-là. C'est méta. C'est vraiment une saison 3 qui nous parle comme si la saison 1 et 2 avaient vraiment existé. Et qu'un personnage de la saison 3 regardait en DVD les saisons 1 et la saison 2 et allait percer un mystère, ou allait, bon je veux pas spoiler, mais allait en tout cas clôturer une histoire qui a été commencée. Et vraiment, mais c'est fou, cette saison 3 est incroyable. Donc je crois que c'est ça, je crois que c'est début avril, et je sais que Série Mania, ils projettent les 2 premiers sur grand écran. Si vous avez l'occasion de vous prendre ça dans la gueule, en plus sur grand écran, j'espère que j'aurai le temps d'y aller et de les revoir, c'est pas grave si je les ai déjà vus. Énorme. C'est une série qu'on a très envie d'évoquer dans une des prochaines émissions de spoiler. Je pense que Briac était très très chaud pour faire quelque chose autour de... Déjà prévu. C'est ça, c'est signé au sang. C'est vraiment... c'est fulgurant quoi. Tu t'en prends plein la gueule, c'est... Ah ouais. C'était vraiment... c'est pas The Return non plus, faut pas exagérer, mais tu te prends un peu une claque comme quand David Lynch revient, tu dis mais où il était en fait pendant tout ce temps, c'est tellement dingue ce qu'il arrive à nous pondre, ouais, tu vas voir. Tu vas pas être déçu du tout. Bon super, c'est noté effectivement. Briac, Justine, un dernier mot peut-être pour la fin ou on est bon? Non, mais moi je note les recommandations du coup de séries à ajouter, c'est noté. Merci beaucoup pour déjà pour ta participation ce soir avec nous et puis voilà en général pour tout ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Voilà, il y a j'aurais plein de choses à dire mais on a déjà failli en faire pleurer un tout à l'heure donc on va se calmer sur la soirée. Briac. Ravi de t'avoir et puis peut-être une autre fois, on sait pas. Peut-être pour parler de cette saison de Kingdom, on verra. Mais pourquoi pas, je pense qu'il y a beaucoup plus experts que moi, mais plus amoureux que moi sur cette saison, je sais pas. Ah. C'est noté, écoute. Merci encore une fois, Charlotte, d'être venue au micro de Spoilers, l'émission. Nous, du coup, on va se retrouver normalement le mois prochain avec, j'espère, je croise les doigts de tout mon corps que la version podcast soit sortie avant fin avril, puisque on aura eu l'occasion du coup de vous annoncer qu'on sera en direct pour une nouvelle émission dans le cadre du festival Westurland. Voilà, un nouveau festival des imaginaires à Rennes.
très content de pouvoir participer cette année avec une émission en plateau en direct sur Twitch et donc un podcast plus tard. Et puis voilà, si on fait un petit peu le tour des popotes, Justine, donc on a parlé de ton bouquin, tout va bien pour l'instant? Tout va bien, mais je te cache pas que là, après l'émission, j'ai 40 idées en tête, donc voilà, je vais essayer de pas écrire trop tout de suite, mais voilà, donc ça s'annonce bien. Et en même temps, faut pas que tu oublies les idées, donc faut bien que tu les mettes quelque part. Non, t'inquiète, c'est noté déjà, c'est bon. Ok. Et puis donc des futurs séminaires en ligne, au moins un encore dans le cadre de vos séminaires autour du médiévalisme et des dernières séries fantasy. Ouais, alors la dernière session aura lieu samedi 18 mars, donc si vous écoutez en podcast, c'est trop tard, mais je crois qu'on va faire un enregistrement, donc voilà, surveillez un petit peu sur les réseaux sociaux, on en parlera. Et là, la dernière session donc de médiévalisme en série portera sur d'autres séries, parce qu'on a fait toute une session sur House of the Dragon et toute une session sur The Rings of Power, donc là voilà, c'était l'occasion de montrer qu'il y a d'autres séries et il y a pas que les géants qui se battent à coups de milliards de dollars, et qu'on peut faire le Moyen-Âge aussi autrement. Donc on aura des invités passionnants. Il y aura Johan Chanoir et Julie Escurignan qui nous rejoindront avec Florian Besson et moi, donc pour continuer à parler du Moyen-Âge, de fantasy et de séries. Donc voilà, c'est The Place to Be samedi en visio, si vous ne savez pas quoi faire. Trop bien, et effectivement à retrouver au moins pour les 2 premières sessions en replay, donc n'hésitez pas à vous le mettre sur votre watchlist. Briac, je te ferai pas l'affront de te demander ton actualité, je pense fort à toi et je sais que tu es à fond dans ton taf. On se retrouvera quand on aura fini tout ça. Pour plus d'informations et de contexte, écoutez les anciens épisodes de Spoilers. On en parle quasiment à chaque fois. Un petit coucou aux copains de Bonus Tracks, le label auquel on appartient, notamment du côté du coin pop et du cadran pop, puisque là, le coin pop continue mois après mois de revenir sur X-Files à raison d'un épisode par saison. Donc avec en ligne de mire l'anniversaire de la série cette année. Donc là je crois qu'ils en sont à la saison 4 ou 5. Donc voilà, des podcasts fleuves entre 1h30 et 3 heures d'analyse, mais franchement, il y a un travail de montage qui rend le tout très digeste, donc on vous invite vraiment à les écouter et à vous abonner à leur flux. Et côté Quadrant Pop, évidemment, ils reviennent sur la saison 3 de Picard, donc dernière série en date dans l'univers de Star Trek. Là c'est pareil, on est plutôt sur de l'analyse d'après épisode, mais n'hésitez pas à aller y jeter un œil si l'univers de Star Trek vous parle, parce que c'est très érudit et ça fait vraiment un bon compagnon au visionnage de la série. Voilà, merci au chat, merci à Pépé Podcast de nous avoir accompagnés encore une fois sur l'élaboration de ce live. C'était parfait comme à son habitude. Merci du coup encore une fois au chat, je le redis, merci XP78, merci Aurélien, merci Cobal que j'ai vu tout à l'heure, et on vous dit à bientôt. Et bonne soirée, bonne journée, peu importe au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera parfait. Salut Charlotte. Salut, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bonus Trax.